Donc, le film qu'on va analyser aujourd'hui est Blade Runner de Ridley Scott, qui est sorti en 1982 aux États-Unis, qui est très librement inspiré du roman de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep, qui a été écrit en 1966 et qui a été également publié en 1968, toujours aux États-Unis. Alors, le scénario du film Blade Runner a été rédigé en fait par Anton Fancher, qui le propose donc à Ridley Scott, qui choisit en fait, dans un premier temps, qui refuse de traiter ce film, qui ne souhaite pas le réaliser, mais c'est le décès de son frère Frank qui va faire qu'il va finalement s'y mettre, donc dans un état assez dépressif, on va dire. Alors, le film martyrise et à la fois révèle le roman de Philip K. Dick, si on suit en tout cas l'analyse que propose Étienne Barillet. Et déjà, on peut rappeler le changement au niveau du titre, puisque Blade Runner n'est pas le titre original du roman. Il a été inspiré par William Burroughs, qui l'avait utilisé lui-même pour un de ses ouvrages, qui va être réutilisé donc par Anton Fancher et Ridley Scott donc pour le film lui-même. Alors, ce qui caractérise l'ambiance de ce film, c'est plutôt un univers assez sombre et noir, hein, précisément il s'inscrit dans le mouvement cyberpunk, qui est un mouvement de science-fiction qui va mettre en avant à la fois un univers sombre, des villes dans un climat post-apocalyptique, avec également un anti-héros généralement qui est cynique, désabusé, cupide et qui va être mis en scène dans un certain nombre de dilemmes. Et donc ce mouvement cyberpunk se développe au début des années 80. Il signifie en réalité l'alliage de la cybernétique et du punk. Donc cybernétique ici signifie en fait des mécanismes qui sont auto-gouvernés et contrôlés, et en même temps le punk qui fait référence très clairement au mouvement punk, où on va avoir des individus qui évoluent dans un univers qui manque de sens, qui est désorganisé et qui finalement sont animés par le slogan des Sex Pistols, No Future. Donc c'est ce qui les caractérise. Alors, ce qu'on voit dans le film, c'est que le personnage principal, Rick Deckard, évolue donc dans la ville de Los Angeles en 2019. En réalité, dans le livre, l'action se situe plutôt à San Francisco en 1992, pas du tout à la même époque. Donc il est un anti-héros qui est donc un Blade Runner, un pourchasseur de réplicants, qui sont en fait des androïdes, et qui est à la retraite, et il va être rappelé pour chasser une série de six réplicants qui sont issus du modèle dernier cri, les Nexus 6, qui ont atterri sur la planète Terre après avoir pris possession d'un vaisseau et après avoir tué l'équipage, prendre possession d'un vaisseau pour arriver sur la planète et essayer en quelque sorte de prendre un pouvoir. Donc c'est lui qui va devoir donc les tuer. Alors, pour commencer, peut-être on peut rappeler l'ouverture du film. Donc on nous dit que l'action se déroule au XXIe siècle et la Tyrell Corporation a permis à la robotique d'entrer dans la phase Nexus, c'est-à-dire la fabrication d'un être identique à l'homme et connu sous le nom de réplicant. Les réplicants sont d'une force et d'une agilité supérieures à celles de leurs généticiens et d'une intelligence au moins égale. Ils sont utilisés comme main-d'œuvre pour les travaux dangereux lors de l'exploration d'autres planètes. Donc après la mutinerie d'une équipe de combat Nexus 6
dans une colonie de l'espace, les réplicants ont été déclarés illégaux sur Terre et passibles de peine de mort. Donc les brigades de police spéciale, les unités Blade Runner ont reçu l'ordre d'abattre tout répliquant ayant pénétré sur Terre. Donc on n'appelle pas ça une exécution, mais un retrait en fait. Donc c'est ce que va être amené à faire Rick Deckard dans le film. Alors, pour commencer peut-être, puisqu'on va s'intéresser à l'aspect éthique qui est soulevé par le film, déjà dans un premier temps on pourrait s'intéresser au changement de nom, donc répliquant et androïde, parce que dans le livre de Philippe K. Dick, ces individus artificiels sont appelés androïdes et non pas réplicants. Donc, lorsqu'on parle de réplicants, c'est bien des êtres qui sont le produit de manipulation génétique. Ils se rapprochent vraiment des êtres humains, ils sont presque des clones, donc on a manipulé leur ADN pour faire des répliques en fait, des êtres humains. Si on considère le terme androïde, il est un peu plus flou, en tout cas ce côté identique. On a plus rapidement l'idée d'un robot que d'une réplique. Donc cette frontière en fait est assez intéressante puisque c'est le rapport entre les êtres humains et les réplicants qui va être intéressé Ridley Scott en réalité. Donc à partir de ce point-là, on va pouvoir analyser un certain nombre d'enjeux donc qui vont permettre d'analyser plus en profondeur le film lui-même. Déjà, la question centrale du film est qu'est-ce qu'un être humain ? Où se trouve la différence, la frontière entre un répliquant et un être humain ? On va plutôt utiliser nous le terme d'androïde ici, puisqu'il est quand même plus clair quelque part dans l'imaginaire, puisqu'il est beaucoup plus populaire que répliquant. Donc, le roman et le film montrent que cette question, qu'est-ce qu'un être humain, va interpeller constamment Rick Deckard, qui va tomber quand même amoureux d'un des Nexus 6 qu'il est censé pourchasser, qui lui-même fait état d'un comportement qui pourrait laisser entendre qu'il est lui-même un androïde, même si ça génère un certain nombre de débats. Le roman lui-même met encore plus en avant cette question sur la nature humaine que le film, puisque tout le récit se propose de montrer Rick Deckard qui s'interroge en permanence sur la différence entre un humain et un androïde. Donc, tout le roman est axé là-dessus. Il n'y a pas le scénario n'est pas mis en avant. C'est beaucoup plus la réflexion intérieure de Rick Deckard qui a lu. Et donc, on va voir dans le roman qu'il y a une réponse. La différence entre l'androïde et l'humain, c'est que l'humain est complexe, contradictoire, fait des erreurs. Normalement, Rick Deckard n'arrive pas vraiment tout seul à tuer les androïdes dans le livre, il va avoir de l'aide. Et il va en fait aussi constamment chercher à se rattacher à la vie. Donc ça c'est une différence avec le film par exemple. Donc, dans le livre, il va essayer de sortir sa femme de la dépression. Il y a des genres de coffres à émotion, on va dire. Donc en fonction du code qu'on tape, on va avoir telle ou telle émotion. Et elle choisit d'être constamment sous l'influence de produits qui vont lui générer une dépression pendant des heures. Donc Deckard aimerait bien la sortir de là. Et un autre élément qui lui permettrait de gagner en humanité, c'est l'acquisition d'un animal vivant. Parce que lui-même a un mouton électrique. D'où le titre, en fait. Donc, ce qui n'est pas vraiment exploité dans le film. Enfin, cette idée d'androïde qui pourrait rêver, en fait. Donc, il va essayer d'acheter un animal vivant, il n'en reste que peu. Et notamment, il va pouvoir le faire parce qu'il tue les androïdes. Donc, cet aspect-là, dans le film, n'a pas. C'est quand même assez intéressant de soulever ce décalage.
Parce que dans le film, Descartes est aussi amené à se questionner sur la différence entre les hommes et les androïdes, et un des éléments, c'est le test d'empathie. Donc, pour vérifier que les réplicants qu'il doit tuer sont bien des androïdes, il va leur faire passer un test, normalement, qui s'appelle le Voigt-Kampf, qui n'est pas un vrai test, hein, mais qui est assez inspiré du test de Turing et aussi des détecteurs de mensonges qui commencent à se développer. Et il va donc faire passer ce test notamment à Rachel, qui est donc jouée par Sean Young, qui va devoir répondre à une série de questions qui vont mesurer son empathie via notamment une analyse très précise de son œil. Donc on place une machine qui va faire un gros plan sur la pupille et qui va aussi interpréter un certain nombre de signes comme la dilatation capillaire, le rétrécissement ou l'augmentation de la pupille, puis également le temps de réponse aux questions qui sont en fait des questions qui amènent qui leur demandent de se positionner par rapport à un problème moral. Donc, par exemple, est-ce que si on vous donne un portefeuille en peau de veau, est-ce que vous l'acceptez quelle est votre réaction si on vous donne ça, quoi. Donc c'est un des exemples de questions. Alors, dans le film et dans le livre, Rachel en réalité s'avère être un androïde, un répliquant, et un répliquant donc, dernier cri avec des souvenirs implantés. Donc on lui a intégré toute une vie, avec des souvenirs d'enfance par exemple, et aussi des photos qui ont un rôle assez important en fait au cours du film. Et en réalité, elle n'a pas conscience d'être un répliquant. Elle ne sait pas qu'elle est un répliquant, elle pense être un être humain comme tous les autres qu'elle côtoie. Alors, autour de ça, on va pouvoir voir un certain nombre de problèmes. Alors, déjà, autour du test, on pourrait actuellement se demander ce qui pourrait arriver s'il n'y avait pas de test qui permette de mesurer la différence entre un être humain et un robot androïde. Donc là, dans le film, ça reste de l'ordre de la science-fiction, mais quelque part, on peut remarquer que les progrès en science permettent maintenant de créer des robots qui sont quand même de plus en plus ressemblants d'un point de vue physique, et on fait aussi un certain nombre de progrès en ce qui concerne la simulation d'émotions. Donc déjà des robots assez basiques peuvent simuler la colère, la joie, la tristesse et encore quelques autres émotions, même si elles n'apparaissent pas de manière aussi complexe que ça peut l'être chez les êtres humains. Quoi qu'il en soit, des robots comme Aiko Shihira, qui est développé par Toshiba, met mal à l'aise réellement des personnes, puisque elle est utilisée comme robot d'accueil, par exemple, et la différence d'un point de vue physique est de plus en plus floue. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à faire des choses encore plus complexes que celle-là? Donc, comment gérer cette différence? Alors, il y a un roboticien japonais qui s'appelle Masahiro Mori, qui a proposé une théorie qui analyse justement ces réactions particulières des êtres humains face aux robots. Et ça s'appelle la théorie de la vallée dérangeante, qui désigne en fait une réaction psychologique de rejet qu'éprouvent des personnes face à un robot qui ressemble vraiment à un être humain, mais qui a quand même quelques défauts, des imperfections qui lui donnent un caractère étrange et inquiétant, et donc qui font que les individus sont repoussés. Alors, bon, bien sûr, on n'arrive pas encore à ce niveau-là de perfection qui génère la validité de cette théorie,
Mais tout de même, il y a des expériences qui mettent en avant le fait que qu'on se rapproche de ces états-là, quelque part. Via le robot Aiko Shihira, par exemple. Alors, un des aspects qui est soulevé dans le livre et mentionné aussi dans le film, c'est que ces tests d'empathie posent aussi un problème pour des personnes qui sont par exemple psychotiques ou schizophrènes ou autistes, qui ne révèlent pas forcément dans leurs actions un degré d'empathie important. Donc c'est un des défauts du test d'ailleurs, qui est davantage mis en avant dans le livre. Deuxième problème éthique, c'est la mémoire. Donc, je dis tout à l'heure que Rachel a une mémoire qui est implantée dans son cerveau et qui est une fausse mémoire en fait. Donc, le film pose cette question également. Est-ce qu'on peut être sûr de nos souvenirs ? Quand on voit Rick Deckard, il a constamment, comme Rachel, quelque part, il se rattache à des photos, il est constamment en train de les regarder, et c'est un des signes d'ailleurs qui fait dire qu'il pourrait être lui-même un androïde, puisqu'il est... il y a des photos, on ne sait pas bien, des photos très anciennes, on ne sait pas si c'est sa famille ou pas, mais elles ornent son piano, et il s'y rattache. Mais, d'un point de vue plus actuel, comment on fait pour être sûr de nos propres souvenirs ? Qu'est-ce qui nous garantit la validité de ce dont on se rappelle ? On peut quand même penser à quelques expériences qui sont réalisées, qui mettent en avant une sorte de false memory, où on intègre chez une personne des faux souvenirs. C'est assez... ça fonctionne via l'usage de photos, justement. On va on va faire travailler une personne sur les photos d'enfance, donc on lui fait voir ses photos, il raconte, généralement quand on regarde un album de photos, on se rappelle, même quand on n'est pas censé se rappeler, quand on est trop jeune, un souvenir est tout de même généré par les photos. Donc on lui fait parler de son enfance, puis on va intégrer à la suite de ça des photos qui ont été trafiquées. Par exemple, on va photographier le petit garçon sur les épaules de son père en train de visiter le zoo de telle ville, par exemple. Et c'est un montage, mais lors des expériences, les personnes, pas forcément toutes, mais vont, en voyant la photo, vont dire ah oui, je me rappelle, c'était là avec mon père, et vont même invoquer des anecdotes. Le souvenir apparaît clairement dans leur tête. Or, en réalité, ce n'est pas un vrai souvenir pour eux. Ça soulève un certain nombre de questions. On ne va pas se positionner par rapport à ça, mais les manipulations photographiques sont possibles. Et c'est un des thèmes d'ailleurs qui est beaucoup traité autour de la question de l'œil, en fait. L'œil qui est très présent d'un point de vue esthétique dans le film, mais qui est aussi pour nous intéressant, d'un point de vue plus actuel, puisqu'on est vraiment dans une société de l'image. Et justement, cette place qu'elles prennent font peut-être aussi, génèrent un certain nombre de modifications, peut-être inconscientes aussi, de ce dont on se rappelle. Voilà, ça reste ouvert. Donc la différence entre la mémoire réelle et la mémoire artificielle se pose toujours, et notamment lorsqu'on voit qu'il y a des volontés de créer des implants qui permettent soit d'augmenter nos capacités mémorielles, ou encore de parvenir à trouver des systèmes pour transférer la mémoire dans un ordinateur, ce qui pourrait servir notamment pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer. Voilà, ça reste toujours un état assez premier pour l'instant, c'est pas encore entièrement développé, mais je crois qu'il y a quand même des possibilités déjà de mettre en image des rêves via des conditions. Je crois qu'il y a des choses qui se faisaient par rapport à ça. Alors, un des autres problèmes qui est posé dans le film, c'est la relation entre Rick Deckard et Rachel. Donc, ils ont une relation amoureuse assez rapidement en fait dans le film. Elle se trouve chez lui, elle va y passer un certain temps,
Et on apprend dans certaines versions du film, puisqu'il y en a eu quand même un grand nombre, si je te référence à la dernière version qui a été réalisée aux alentours de 92. Il y a aussi ici répliquants à tuer. Dans le film, on en voit 4 qui sont tués, mais on apprend vers la fin que c'est Rachel la 5e, et le 6e, on ne sait pas qui c'est, ce qu'il associe, sous-entendre que ça pourrait être Descartes lui-même qui aurait été dans l'équipage. C'est toujours discutable, bien sûr. Bon. Sur cette relation amoureuse, il se passe que c'est un répliquant. Et donc c'est une relation entre un être humain et un androïde, en fait. On apprend que ces androïdes ne peuvent vivre que 4 ans. Plus ils sont perfectionnés, moins de temps ils vont vivre, parce que, étant donné qu'ils sont très perfectionnés, ils ont une possibilité, il y a un risque qu'ils s'humanisent, qu'ils soient de plus en plus présents dans la société et qu'ils passent inaperçus. Donc généralement ils sont programmés pour ne vivre que 4 ans. Quel sens, déjà, de ce point de vue-là, pourrait avoir la relation amoureuse ici entre l'homme et le robot? Et, on peut rappeler qu'ils sont quand même conçus pour accomplir des tâches pénibles pour les êtres humains. C'est un peu le larbin de l'homme, et un serviteur. Et en même temps, ils sont aussi conçus pour être des objets de plaisir. Donc il y a déjà un certain nombre de robots de compagnie. Alors, quel sens a ce rapport aussi entre Rachel et Descartes lui-même? On peut se demander, une relation amoureuse, a priori, c'est pas que d'un sens vers l'autre, c'est partagé. Donc, quelle valeur a cette relation? Bon, j'aimerais bien faire référence ici aux analyses pour toujours, dans le souci de faire un lien avec l'actualité de ces problèmes, puisque le film est assez ancien, mais malgré tout, on met en question déjà des choses qui peuvent avoir lieu actuellement. Alors Serge Tisseron, qui est un psychiatre, analyse en fait la relation entre les hommes et les robots. Il a rédigé un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Le jour où mon robot m'aimera, il me semble que c'est ce titre-là, où il analyse le fait que les hommes, les êtres humains ont tendance à avoir des liens affectifs avec les robots de plus en plus importants. Donc, par exemple, pensez au robot Pepper. Alors, c'est pas un robot Android, juste, on voit que c'est un robot, mais il est déjà utilisé comme robot de compagnie. Il a comme caractéristique de se rappeler de votre date d'anniversaire, il fait de l'humour, il est drôle quand il faut, enfin voilà, il accomplit un certain nombre de tâches qui, dans la relation avec le propriétaire, qui prennent finalement la place d'un autre être humain quelque part. Et ce que Tisseron cherche à montrer, c'est que ces robots, étant donné qu'ils répondent à une sorte de besoin affectif avec une certaine constance, font en sorte que les individus ont tendance à s'y attacher réellement, comme s'il s'agissait d'êtres humains. Et se pose la question suivante, voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais ces robots prennent tellement de place et finalement sont tellement sans surprise, il n'y a pas de risque à un moment donné qu'ils vous fassent la tête parce que vous avez dit un mot de travers ou ce genre de choses, tout est déjà calculé. Donc qu'est-ce qui se passe quand après on est confronté à des humains? Puisque les humains sont justement imprévisibles, remplis de surprises, et ont un panel d'émotions qui ne dépend pas juste d'algorithmes, quoi. Donc jusqu'où ça irait justement ces relations homme-machine? Le film, bien sûr, ne va pas jusqu'à cette analyse-là, mais tout de même, en suggérant cette relation entre Rachel et Rick Deckard, on peut se demander quelle est la nature de ce rapport. Alors, dernière chose qui est intéressante ici, c'est
le répliquant Roy Batty, c'est un peu le meneur de la troupe des répliquants qui ont donc essayé d'investir la Terre. Et ce qu'on voit chez Roy Batty, c'est que finalement il a un caractère qui ressemble vraiment à celui des êtres humains. Il manifeste de la tristesse, et il manifeste de la curiosité. Quand il découvre que Rick Deckard a tué Pris, qui est sa compagne androïde, il va se pencher plusieurs fois sur le corps de Pris, l'embrasser, pleurer, y revenir. Il va essayer de la venger. Donc à un moment donné, il va attraper le bras de Rick Deckard, il va lui casser donc, un premier doigt pour venger le premier robot. Ensuite, un deuxième doigt pour Pris, et puis ça s'arrête là. Après, ils sont en conflit à ce moment-là. Donc, voilà. Il va livrer à la fin du film ses dernières pensées à Deckard, qu'il a au préalable sauvé de la mort. Donc il va lui raconter, il va essayer de lui dire en fait que ses souvenirs, tout ce qu'il a vu, finalement aucun être humain ne l'a vu. Lui a pu voyager près d'Orion, a vu d'autres planètes, et il se questionne sur la valeur de ces choses-là. Qu'est-ce que ça va devenir ça si je meurs? Et il va aussi chercher à augmenter son temps de vie. Il aimerait bien vivre beaucoup plus, comme un être humain en fait. Voilà, il manifeste quand même un tas d'éléments qui le rendent quelque part véritablement humain et qui font aussi une sorte de paradoxe avec les réactions des humains eux-mêmes dans le film qui sont assez froids finalement quand on voit Rick Deckard à part manifester un peu d'abattement par moment ou un peu d'indifférence, plus que de l'abattement, il est un peu indifférent, on ne souhaite pas forcément accomplir cette mission, il est généralement assis, il boit un peu, enfin voilà, il est assez indifférent. Éteint. À côté de ça, il y a le mystérieux policier Jeff qui vient le chercher pour essayer de le faire accomplir les missions, qui apparaît aussi comme très froid et distant. Donc finalement, ces androïdes, quelque part, ils ont un air plus humain que les humains eux-mêmes, qui sont très éteints en fait. C'est pas du tout comme ça dans le livre, puisqu'on va avoir plutôt des androïdes froids et des humains qui s'attachent à la vie et qui cherchent à faire plus de choses possibles pour être attaché à la vie, notamment via des boîtes à empathie. L'humanité a besoin d'empathie, donc il faut se brancher sur les boîtes. Dès qu'on a une émotion, il faut la partager avec le monde. Enfin, il ne faut pas développer dessus, parce qu'on s'éloignerait vraiment beaucoup du film pour le coup, mais c'est assez intéressant de faire le parallèle là encore. Bon, dernier point pour en conclure, c'est le nom même de Rick Deckard, qui n'est pas sans rappeler René Descartes, qui pose donc justement cette question de la conscience, du fait de penser, ce qui fait qu'on est humain, qu'on existe en tant que sujet, c'est justement cette pensée. Je pense, donc je suis, qui signifie bien que dans l'acte même de penser, cela me fait exister en tant que sujet, en tant que conscience. Finalement, la phrase est quand même prononcée par un des androïdes dans le film, puisque l'androïde Pris va explicitement dire ce je pense donc je suis. Voilà. Peut-être le problème, c'est que ce doute chez Descartes dans le film n'est pas réellement mis en valeur, enfin en exergue, par rapport au livre où il est vraiment dans cette position de doute constant entre est-ce que je suis un robot ou pas. Il a aussi une relation avec Rachel dans le livre, mais qui est plus anecdotique. Et voilà, il ne sait pas vraiment se poser la question est-ce que c'est vraiment vivant ou pas. Alors, dans le film, il est plus distant par rapport à ces questions. En tout cas, c'est plus en filigrane que ce doute se met en valeur.
Donc un film qui est assez complexe puisqu'il recèle de détails qui sont compréhensibles finalement après plusieurs lectures, notamment un certain nombre d'intrigues autour de l'écaille artificielle de serpent, que les photos appartiennent en fait à Léon, les photos qui sont utilisées par Descartes pour mener son enquête. Il y a aussi justement ce caractère entre les robots, cette relation entre les robots et l'homme qui sont justement intéressants dans une série d'expériences en fait liées à l'enquête policière qui est menée par Descartes. Merci de votre attention.